Bonsoir tout le monde. On va pouvoir commencer, je pense. Ouais, pourquoi pas, allez. Ouais, le micro, ça marche super. Merci d'être venu passer votre jeudi soir avec nous à l'Université populaire de Bordeaux. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà l'Université populaire de Bordeaux avant. Je vous présente vite fait. Donc on est une association d'éducation populaire à la politique. Et toute l'année, on fait plein d'événements autour de diverses thématiques, toujours politiques évidemment. En éducation populaire, donc nous, notre démarche c'est de mêler les savoirs chauds et froids, pas pour faire du savoir tiède. Alors les savoirs chauds, c'est ceux qui sont issus de l'expérience de vie, et les savoirs froids, donc pour le dire vite, c'est ceux qui sont plus théorisés, universitaires, et donc là on est pile, je crois, dans cette thématique avec vous ce soir. Et parmi toutes les activités qu'on fait, c'est un peu l'instant promo, il y a des conférences comme celle de ce soir. La semaine prochaine d'ailleurs on en a une sur le polyamour avec les collectifs polyamour de Bordeaux. La semaine d'après on en aura une sur la santé, donc voilà, sur la diversité des thématiques. Et entre autres, on a publié un super bouquin qui s'appelle Le Fondement amoureux, qu'on vend à prix libre dans notre asso. Il est aussi dans quelques librairies à Bordeaux à 20€. Voilà, là on n'en a que 3 ce soir, mais voilà, ruez-vous dessus. Et je crois que je vais vous laisser vous présenter. Bonne soirée. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus ce soir pour participer à cette conférence sur les questions intersectionnelles. Ça fait très plaisir de vous voir. Donc, pour vous présenter rapidement, ça va le micro là, c'est un peu proche, je crois. Ouais, là c'est mieux. Là c'est mieux. Ok, j'ai pas l'habitude, c'est pour ça. Du coup, nous, on est des étudiantes et une enseignante du master genre de l'université Bordeaux-Montaigne. Et on a pu organiser cette conférence participative tous ensemble. L'axe qu'on a choisi ce soir pour vous parler d'intersectionnalité, c'est en fait on va partir de nos vécus et de nos expériences personnelles pour essayer de comprendre les rapports de domination qui structurent nos sociétés. Donc nos témoignages seront des bases pour comprendre et connaître les mécanismes des différentes formes de domination. Voilà. En premier lieu, il va y avoir un petit débat, échange animé par Nina. Ensuite, il y aura plusieurs prises de parole. D'abord, Kaya va vous parler de deux systèmes de domination qui s'articulent, qui sont le racisme et le sexisme, et de négrophobie et de négrophilie. Hadès va ensuite vous parler de son vécu de personnes trans non-binaires. Alice vous parlera ensuite de l'articulation entre la grossophobie et le sexisme. Andélie vous parlera de l'outil intersectionnel dans les milieux militants. Et enfin, Laurence Mulali vous parlera de sa position d'enseignante-chercheuse à l'université. Voilà. Donc, pour le déroulé de... je viens de parler du déroulé. À la fin du coup, des prises de parole, il y aura un deuxième échange avec le public où vous pourrez poser vos questions et amener vos réflexions. Voilà. Je voulais vous demander ce soir, quand vous allez prendre la parole, de faire attention aux mots que vous utilisez, à ce que vous disiez, parce que les personnes qui sont là ce soir vont vous parler de leur vécu, de choses personnelles et intimes, et qu'elles se mettent dans une position de vulnérabilité par rapport à vous. Donc voilà, de prendre ça en compte pour que ce moment reste confortable pour tous. Oui. Pardon, j'ai oublié de dire un truc. La conférence est enregistrée, donc si vous prenez la parole et que vous ne souhaitez pas être enregistré, vous l'annoncez juste au début de la prise de parole et ça sera coupé. Merci. Ok, merci. Gardez les questions pour la fin. De quoi ? Gardez les questions pour la fin. Oui, en fait, il n'y aura pas de questions après chaque intervention. Donc, notez vos questions que vous avez sur vos téléphones ou quoi pour pouvoir ne pas les oublier et les poser à la fin de la conférence. Voilà. Ça marche. Allô ? Non. Ça marche. Oui, c'est bon. Alors du coup, moi je vais animer le débat. Donc comment ça va se passer ? C'est je vais poser une question
des questions fermées, donc où la réponse est oui ou non. Et ensuite, je vous demanderai de lever la main pour prendre position sur ces questions. Donc, celles qui pensent oui, lève la main. Celles qui pensent non, lève la main. Et ensuite, une fois que vous avez tous pris position, celles qui veulent pourront justifier leur choix. Voilà comment ça va se passer. Ah oui, pardon. Ah oui, pour le coup. Garder face à ta. Ouais. Bon, vous avez entendu quand même ce que j'ai dit. Alors du coup, la première question, c'est à propos du féminisme, de comment on peut définir le féminisme. Est-ce que le féminisme peut se définir par la lutte pour l'égalité homme-femme ? Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent... Pardon ? Excuse-moi. J'ai dit une bêtise, Non. non ? Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent oui ? On a quelques petites réponses. Ouais. Vous pouvez lever la main un peu plus haut. Hein. Ok. Mais vous êtes obligés de prendre position. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent non, du coup, dans cette salle ? Il y a des personnes qui n'ont pas pris position. Là. Ça va pas. Oui. De quoi ? De répéter la question ? Du coup, la question c'était est-ce qu'on peut définir le féminisme par la lutte pour l'égalité homme-femme ? Donc, oui. Oui. Non. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a des personnes qui ont dit oui et qui veulent justifier un petit peu leur réponse ? Non, personne. Ouais ? Bah oui, mais pas que quoi. Ok. C'est quoi le paquet ? Et ben, c'est tout. Les prochaines questions que tu as posées, j'imagine que ce sera est-ce que c'est autre chose et autre chose, et je te dirais oui aussi. Ok, ça marche. Les personnes qui pensent non, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent justifier leur choix. Allez, non, personne. Ok, c'est pas grave. Non, vous êtes un peu timide. Bon, c'est pas grave. C'est le temps que ça se chauffe. C'est ça, c'est le temps que ça se chauffe. Mais je vais vous parler un petit peu de Bell Hooks, qui a parlé un peu de l'égalité homme-femme. Et elle a dit, dans une société donc, qui est patriarcale, mais qui est également capitaliste et suprémaciste blanche, donc une société où les hommes ne sont pas égaux entre eux, en fait, de quels hommes les femmes veulent être égales. Voilà. Et du coup, avec cette citation en tête, est-ce qu'on peut toujours penser que c'est pertinent de parler d'égalité homme-femme dans une société où les hommes eux-mêmes ne sont pas égaux entre eux ? Peut-être que ça peut vous guider dans vos réponses, dans vos prises de parole. Donc, est-ce que c'est encore pertinent de parler d'égalité homme-femme dans une société où les hommes ne sont pas égaux entre eux ? Oui ? Non ? Oui ? Non. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent justifier le non ? Oui. On pourrait parler d'égalité humain-humain. Tu veux... Peut-être qu'on pourrait parler d'égalité humain-humain au lieu de catégoriser dans une polarité sociétale. Ok. Il y a d'autres questions, d'autres prises de parole ? Des personnes qui veulent... Non. Du coup, donc comme tu as dit, en effet, peut-être que du coup on peut sortir de cette binarité homme-femme, de vraiment deux groupes sociaux qui s'opposent complètement, et peut-être voir les choses par des prismes un petit peu plus nuancés, donc qu'il y a aussi d'autres inégalités sociales qui existent que l'inégalité de genre. Et voilà, et du coup, on peut se demander, est-ce que l'outil intersectionnel sert à décrire l'addition, on va dire, ou l'accumulation des différentes oppressions qu'une même personne peut subir, en fait ? À votre avis, est-ce que c'est une bonne définition ou pas ? Oui ? Ok. Je pense que répète. Ouais, je parle trop vite, en fait. Ou je sais pas.
Alors du coup, ma question c'était, est-ce que l'intersectionnalité sert à décrire l'addition ou l'accumulation entre les différentes oppressions que peuvent subir les personnes? Oui. Oui. Et peut-être des personnes pour non? Ok, non. Donc les personnes pour oui, est-ce que vous voulez prendre la parole? Ok. C'est une d'imbrication. Il y a le petit bouton là. Ouais, mais je pense que c'est bon. C'est bon. C'est peut-être le masque le problème du coup, mais pour moi c'est une question d'imbrication en fait de justement ces différentes oppressions, donc c'est l'accumulation et aussi les liens en fait entre ces différentes oppressions. Ok. Intervention. Ouais. La question c'était si c'est quelque chose qui est accumulable. Non, Oui, c'est ça? C'est ça la question. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole pour non? Pour la réponse non? Que c'est pas une accumulation. Donc potentiellement que c'est autre chose peut-être, comme tu disais, une imbrication. Ouais. À la base, c'est pas une accumulation, c'est plutôt. Il y a plein de. Enfin, à la base, quand je pense que ça marche. Ouais. Oui, ça marche. Quand Crenshaw, du coup, le théorise, c'est plutôt pour parler d'une expérience spécifique, et effectivement, à l'intrication de rapports sociaux, mais c'est pas une accumulation, c'est juste une expérience spécifique d'oppression qui mêle deux types d'oppression font une discrimination spécifique, quoi. À la base, c'est plutôt pour caractériser le système de justice américain, donc Ok. Ouais. Il y a d'autres prises de parole? D'autres personnes qui veulent prendre la parole? Non. Tu voulais pas? Non. Ok, donc justement pour rebondir un petit peu du coup sur ta réponse, je réfléchis. Mais mince alors. Je n'ai pas de sous-noté sur mon petit papier. C'est pas grave. Pardon. Du coup, oui. Tu peux répéter? Non, mais en gros, ce que tu disais, oui, c'est qu'il s'agit vraiment de formes spécifiques. Oui, voilà, donc c'est ça. De formes spécifiques d'oppression. Donc finalement, que peut-être qu'un sexisme, qu'une oppression sexiste qu'une femme blanche peut subir, est peut-être pas la même qu'une oppression sexiste que, par exemple, une femme noire peut subir. Est-ce que vous pensez que ces oppressions, elles sont les mêmes? Enfin, quand on parle d'oppression sexiste, donc les deux personnes subissent cette oppression sexiste, mais est-ce que du coup c'est la même ou non? Du fait des autres discriminations qu'elles peuvent subir. Quelqu'un pour oui? Des personnes pour oui? Est-ce que c'est la même oppression? Des personnes pour non? Waouh! Il y a des personnes qui veulent dire pourquoi elles ont dit non? Ouais. Mais partant de la base qu'il y a des différentes discriminations, évidemment, si un sujet subit une discrimination, ne va pas la subir du tout comme un autre sujet va la subir, parce que ces contextes ne sont pas les mêmes. Donc si, comme tu dis, une personne qui présente femme, qui est racisée, reçoit du sexisme, et cette personne va recevoir le sexisme en plus du racisme. Enfin, c'est là où du coup tu disais avant l'accumulation, dans le sens où, oui, ça fait du coup une catégorie de personnes, mais c'est que c'est au cas par cas. À ce moment-là, je pense pas qu'on puisse parler d'une catégorie, parce que dans ce cas-là, on est en train d'utiliser les choses qui sont déjà dans la société
sans aller au-delà, sans comprendre d'où est-ce que ça vient, tous ces rapports, tous ces contextes, tous ces cercles en fait. Ok. Il y a des personnes qui veulent rebondir sur cette intervention. Pour parler peut-être plus spécifiquement de en quoi on peut subir l'oppression sexiste du coup de différentes manières. Parce que du coup tu as parlé d'accumulation, enfin voilà, mais ouais. Non, c'est bon. Ouais. Je voulais simplement dire qu'effectivement, il peut y avoir une discrimination que subit une femme blanche en France parce que la société est plus généralement blanche et du coup, ce sera uniquement vis-à-vis du sexe, mais une femme racisée pourra subir, je sais pas moi, une fétichisation du fait de sa couleur de peau. Et ça sera basé uniquement à la fois sur le fait que c'est une femme. Et donc ça va être un peu un espèce de millefeuille en fait, une discrimination supplémentaire qui va s'ajouter. Et je crois que c'est là où se trouve l'intersectionnalité, c'est là où pour moi c'est un peu la solution, c'est la solution miracle. Et moi je suis d'un naturel optimiste, donc j'espère que ça va aider les choses. Et pour moi du coup c'est là où est la solution. Ok. Il y a des personnes qui veulent rebondir là-dessus? Non, ça va? Oui? Non? Oui. Oui, il y a aussi des stéréotypes qu'il faut déconstruire. Et notamment quand on est une femme de couleur, cette idée que par exemple la femme de couleur elle a des formes, elle est sexuellement disponible. Donc aussi tout ça, ça fait que non, il n'y a pas une inégalité de discrimination entre les femmes blanches et de couleur par exemple. Ok, cool. Ouais. Des fois aussi, je vais parler plutôt de ce que je connais, mais par exemple pour deux personnes qui sont identifiées comme femmes et qui présentent de manière féminine, l'une étant hétérosexuelle et l'autre étant non hétérosexuelle, dans certains sens ça va être des injonctions vont aller dans des sens différents, dans le sens où pour une femme hétérosexuelle ça va être l'injonction à la féminité qui va valider son hétérosexualité et sa place dans la société, alors que dans le sens, une féminité pour une femme qui s'identifie comme non hétérosexuelle, ça va servir à nier ou à rejeter sa non hétérosexualité et du coup, ça va dans l'autre sens, ça la rejette quoi. Donc des injonctions contradictoires, mais toujours sexistes dans tous les cas. Ok. Encore quelqu'un qui veut prendre la parole? Ok. Donc on peut passer peut-être à la suite. Est-ce que vous pensez qu'on peut considérer l'outil intersectionnel comme un outil pour se situer par rapport aux différents systèmes de domination? Donc se situer soi-même ou les autres par rapport aux différents systèmes de domination, donc qui est domination sexiste, raciste, de classe, etc. Des réponses oui. Donc c'est un outil pour se situer. Ok. Des réponses non. Ouais, bon. Ouais, ok. Peut-être celles qui ont pensé oui, peut-être que vous voulez prendre la parole. Ok. Celles qui ont pensé non. Enfin, il y a une personne qui a pensé non, mais peut-être que tu veux justifier ton choix, du coup. C'est juste, après je suis partagée, mais c'est juste, c'est que maintenant j'ai l'impression que l'intersectionnalité est un peu utilisée à toutes les sauces, et du coup, si on se base vraiment si on revient aux origines de la création de ce concept et tout ça, c'était quand même pour parler de l'implication précise du sexisme et du racisme. Donc pour moi, ce serait utilisé avec une combinaison de racisme et d'autres oppressions éventuellement, mais s'en servir pour en parler en enlevant la dimension rapport de pouvoir de race, ça m'embête un peu plus. Parce qu'en plus, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont théorisé plein d'autres outils
qui se rapproche un peu de l'intersection et qui pourrait être utilisé, de l'intersectionnalité, qui pourrait être utilisé pour catégoriser. Voilà. Ok. Il y a des personnes qui veulent réagir. Quels outils? Si on parle vraiment de concept, parce qu'à la base c'est quand même un concept aussi universitaire, tu as la consubstantialité, tu as d'autres personnes qui parlent d'imbrication, et des personnes qui a théorisé un truc d'imbrication, et franchement il y a des différences, mais c'est subtil quand même, donc pour vraiment utiliser juste un outil qui nous permettrait de nous situer dans des rapports de pouvoir, je pense qu'il peut y avoir d'autres mots qui peuvent s'utiliser. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres réactions encore? Ok. Peut-être une... je sais pas quelle heure il est. Ouais, les gars. Peut-être qu'on peut passer à la suite. Ok. Ouais, bah, du coup, j'ai juste résumé un tout petit peu sur le contexte dans lequel est apparue l'intersectionnalité. Donc c'est, en effet, comme tu disais juste avant, c'est... Enfin, je tutoie en plus. Pardon, ça va. Ça vient donc notamment des États-Unis où du féminisme noir en fait, où les femmes noires du coup se reconnaissaient ni dans les luttes antiracistes ni dans les luttes féministes parce que ni l'une ni l'autre de lutte prenait en compte leur discrimination spécifique de femmes noires aux États-Unis. Donc ça nous vient surtout de là-bas. Et plutôt des milieux universitaires, mais militants aussi, il me semble. Et voilà. Et ensuite, le mot intersectionnalité a été ensuite inventé par Crenshaw, Kimberly Crenshaw, dans les années 80, au début des années 90. Et donc voilà. Mais c'est pas elle en soi qui a inventé la notion, ça existait déjà avant. Voilà. Sur ce, je vais passer la parole parce qu'en fait tout ce qu'on a un petit peu dit là pendant ce débat, je pense que ça va être assez bien résumé dans les interventions qui vont suivre et surtout être illustré. Voilà. Bonsoir. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Bien. Parfait. Par là d'accord. Alors, ce soir, on parle du coup de notion d'intersectionnalité. Et pour ma prise de parole, j'aimerais plutôt le resituer justement dans ce concept de race au travers de l'imbrication de l'intersectionnalité et des notions de race, et notamment envers les femmes noires, et tout ce qui est le concept de négrophilie et de négrophobie. Je ne sais pas si vous êtes... si ces thèmes vous sont familiers, mais en gros, si je devrais résumer avant ma prise de parole. La négrophilie, c'est en fait tout un fétichisme, une exotisation des corps féminins ou noirs, enfin masculins aussi, au travers en fait de clichés et d'intégrations postcoloniaux sur des relations, dans des relations intimes, affectionnelles ou romantiques avec des personnes noires. Et la négrophobie, elle, c'est en fait le rejet de relationner en fait avec les personnes noires au travers, pareil, de stigmates et d'imbrication de clichés, de stéréotypes envers les personnes noires. Et en fait, tout d'abord, ces termes-là, s'ils m'intéressent aujourd'hui, c'est parce que j'en parle énormément dans ma mémoire. Et j'aimerais travailler sur la base même de ces concepts et d'où est-ce que ça a pu apparaître en fait. D'où est-ce que ces notions de négrophobie et de négrophilie en fait se sont retranscrites encore aujourd'hui dans nos sociétés. Et pour ça en fait je me suis intéressée aux représentations des femmes noires, et là je me situe personnellement sur les femmes, dans l'art pictural du XVe siècle au XIXe siècle dans la société occidentale. Et ensuite, au travers de cette représentation des femmes noires, comment est-ce que
ces stéréotypes, enfin cette visualisation du corps noir féminin, s'est retranscrit dans les films, dans le cinéma, et en fait elle est venue appuyer une pensée dominante post-coloniale blanche. Et pour ça, en fait, je me suis énormément intéressée à différentes figures en fait, de la représentation des femmes, et des femmes noires, et notamment de la notion d'hypersexualisation qui a été abordée tout à l'heure lors du débat. Et en fait, dans plusieurs représentations picturales sur lesquelles j'ai travaillé, la femme noire est souvent exotisée. Elle est emmenée comme la figure de la sauvage, de la bête, de la panthère noire qu'on retrouve énormément, enfin, de cet imaginaire en fait d'hypersexualisation. Et en fait, ces notions-là sont venues, sont venues appuyer en fait une idée de sauvagerie du corps noir, du corps féminin noir. Et il est important tout d'abord, avant de développer plus, de rappeler qu'en fait, au moment de l'esclavage, le corps noir n'avait pas été genré à la base. Il n'avait pas été pensé comme étant un corps féminin, il était pensé comme étant un corps noir tout simplement et neutre. Et en fait, au moment de sa féminisation, se sont passés dans des violences, notamment que ce soit les viols en fait, subis par ces femmes pendant la période de l'esclavage, ou les moments où en fait elles étaient mères. Du coup, une réduction de leur corps à quelque chose de l'ordre de soit la sexualisation, soit de la reproduction. Donc, dans une enclave qui ne leur permettait pas d'avoir un autre type de représentation. Et ensuite, la négrophobie sur laquelle je me penche dans mon travail, lui, est beaucoup plus subtil parce qu'en fait, il naît énormément, enfin, je m'intéresse énormément à la figure de l'entremetteuse qui a été développée par Édouard Manet, un peintre, notamment, qu'on retrouve notamment dans son tableau l'Olympia, qu'on peut retrouver au musée d'Orsay. Et en fait, cette figure de l'entremetteuse, elle est assez subtile à décrypter parce que elle braque en fait la femme noire dans un rôle d'invisibilisation. La femme noire, si vous avez un petit peu des images de ce tableau, c'est l'image d'une femme blanche nue accompagnée d'une servante noire. Et en fait, la figure de l'entremetteuse est beaucoup plus subtile et beaucoup plus véhiculée finalement parce qu'elle invisibilise le corps féminin noir comme étant de l'ordre de... Elle est là pour redorer, pour réappuyer, pour réaffirmer en fait le corps féminin blanc qui, lui, est sexualisé, mais sexualisé dans une notion de précieux, d'important, de beau. Ce qui est différent de la figure du corps hypersexualisé dont je vous parlais tout à l'heure, qui est plutôt de l'ordre de la sauvage. Et en fait, cette binarité de construction a énormément participé à développer, enfin, à appuyer en fait, à appuyer énormément en fait ce mal-être profond dans la quête identitaire des personnes noires, des femmes noires en fait, car soit hypersexualisées, soit totalement invisibilisées. Du coup, pour illustrer encore plus mes propos, j'aimerais vous passer un court extrait du film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie, qui a inspiré notamment le titre de notre intervention ce soir. Et je vous laisse avec ce... C'est bon ? C'est bon. Ne répondais pas à leur critère. Et je suis passée de ça à sans famille. Moi, quand j'étais plus ado, il y a un mec qui m'a dit « Ah, on dit que les femmes noires sont des tigresses au bout. » Ça, il m'a dit, j'avais 16 ans. À l'époque, j'avais pas les outils et j'avais pas le recul. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi ça? Donc je dis que, ouais, peut-être oui. Comme ça, mais j'étais ignorante. J'ai eu droit à des commentaires voilà, de ce genre-là, mais de toute façon, vous, après, tu peux vraiment être une sauvage au lit et tout. J'espère que j'étais noire. Et j'étais jeune, hein, j'avais 15 ou 16 ans. Et surtout, bon, j'étais bien, quoi. Donc, ça. Et pourtant, j'ai jamais entendu de propos comme ça dit à des potes blanches ah, je voulais faire blanche, vous devez avoir quelque chose. Non, en fait, c'est juste des adolescents qui découvrent leur féminité. J'ai un ami, ses copains lui ont demandé alors comment elle est, et même des réflexions assez poussées du style. Et au niveau anatomie, c'est pareil. Lui était vachement choqué. Et moi aussi, je me suis dit, mais ça veut dire quoi? En gros, on n'a pas du tout le même corps que les femmes blanches. Ça veut dire quoi?
Donc voilà, il y a ce rapport aussi, oui, du corps de la femme noire, animalisé, en tout cas, il n'est pas rendu précieux. Voilà. Et c'est ça qui est violent en fait. Parce que tu peux te l'approprier en fait. Comme si c'était chosifié, oui, c'est ça. Et donc t'es pas rendue précieuse dans ta féminité, dans ton humanité, simplement. Moi je me souviens de certains hommes blancs qui forcément t'imaginent féline, sauvage, enfin tu sais, un truc un peu, tu vas les manger tout cru, tu vois, enfin, un truc tu comprends pas. Ouais. Et ça je trouve que le monde blanc aime bien associer encore maintenant les femmes noires à des animaux, quoi. Mais non, féline, voilà, il y a les Africaines, enfin non, pas que les Africaines, les Noirs, les Blacks, elles sont chaudes, elles sont sexy, elles sont sensuelles. C'est incroyable. Souvent, ça par contre, ça je l'ai entendu personnellement. Voilà, des gens, souvent des hommes blancs, qui étaient dans un délire, dans un fantasme sexuel sur les noirs et qui voulaient. Alors c'est marrant parce que des fois il y a des canons de beauté, souvent voilà, tu vas voir le stéréotype à la Beyoncé, tu vois, plutôt clair ou plutôt genre métissé avec des cheveux longs, vrai ou faux, enfin voilà, et que ça c'est bien, ou une Rihanna. Et puis après des fois, moi j'ai un type vraiment africain. Et donc il y a des gens qui sont vraiment dans ce type africain-là. Plus t'es noir, plus tu fais africaine, plus tu fais roots, et plus apparemment ça les excite. Donc il y a des gens qui disent des choses incroyables. Il y a aussi d'autres liens. C'est-à-dire que les mecs disent, moi j'adore les blacks. Tu vois, voilà, les mecs aiment blacks. Ce terme c'est pas possible, déjà. Mais en plus de dire ça, c'est aussi absurde que de dire j'adore les roux que les roux. Je sors qu'avec des roux. Quand on voit ça, on voit le. Alors voilà, dans ce court extrait, vous avez plusieurs témoignages de personnalités, des chercheuses, des personnes travaillant dans le domaine artistique, qui témoignent finalement de cette objectification constante en fait qu'elles subissent. Et cela me rappelle énormément, dans mes études, dans mon mémoire, je travaille notamment sur une notion que Anne Lafont, une historienne, parle dans son livre L'art, la race, l'Africain contre l'œil des Lumières. Elle explique que le noir, en fait, le corps noir était pensé comme un corps jouet, un corps facultatif, un corps dont on pouvait qu'on pouvait avoir à sa guise, qu'on pouvait utiliser à sa guise finalement. Et on retrouve encore ça en fait dans ce schéma d'ancrage en fait de ces personnages figés soit dans cette hypersexualisation finalement. Le problème même de la négrophilie, c'est que ces personnes ne sont plus vues en tant qu'humanité, mais sont déshumanisées, sont vues en tant que noires. Mais noires faisant sens dans l'imaginaire des personnes qui recherchent une négrophilie, d'une posture en fait figée dans une notion postcolonialiste finalement, auquel en fait ces corps noirs, pour faire plus simple, sont renvoyés à un stéréotype, à un cliché postcolonial dans lequel ils ne peuvent plus s'extraire finalement. Et avant de terminer, j'aimerais d'abord vous parler aussi de la notion de charge raciale que Mabula Soumahoro a développée en France, qui est en fait toute la pression psychologique constante par lesquelles les personnes noires sont, pas forcément les personnes noires finalement, les personnes non blanches, sont obligées de s'adapter constamment et en fait qui biaisent finalement leur bien-être quotidien dans cette société. Et en fait, l'outil intersectionnel que nous abordons aujourd'hui, pour moi, est important en fait pour comprendre un petit peu plus toute la difficulté de quête identitaire par lesquelles ces femmes sont passées. Merci. Je passe le micro à Adès. C'est juste une petite place ? Oui. Bonsoir. On m'entend ? Oui, c'est bien. Du coup, je m'appelle Adès et je suis une personne trans non-binaire. Je vais d'abord définir quelques termes pour être sûr qu'on comprenne bien tous de quoi je parle.
Et comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. La non-binarité, du coup, être une personne non-binaire, c'est être une personne qui ne s'identifie ni au genre féminin ni au genre masculin. Ça veut dire que ça peut être un entre-deux, un mélange des deux, rien du tout, quelque chose de complètement différent. Personnellement, je suis une personne agenre, c'est-à-dire que je m'identifie à aucun genre, que je ne me retrouve pas dans le concept même du genre. Et le fait d'être agenre appartient au spectre de la non-binarité. C'est un terme parapluie. Enfin, ça peut faire l'objet d'une conférence entière, mais c'est pas le but. J'aimerais beaucoup, mais c'est pas le but. Du coup, voilà, la non-binarité. Et définir la différence entre le terme cisgenre et le terme transgenre. Être une personne trans, c'est être une personne qui ne se reconnaît pas, qui ne s'identifie pas au genre qu'on lui a assigné à la naissance, tandis qu'une personne cisgenre, donc une personne cis, pour aller plus vite, c'est une personne qui se reconnaît au genre qu'on lui a assigné à la naissance. Et pour finir mes définitions, je voudrais aussi définir la différence entre les termes identité de genre et expression de genre, parce que ça va m'être utile pour la suite et parce que c'est deux termes qui sont très souvent confondus. L'identité de genre, comme le mot identité le dit, c'est vraiment l'identité, c'est à quoi on s'identifie, quel genre, dans quel genre on se reconnaît. Tandis que l'expression de genre, c'est plus la manière dont on se dévoile aux autres, que ce soit physiquement, par le biais d'un style vestimentaire, par une coupe de cheveux, par une pilosité plus ou moins démarquée, par un rembourrage ou une compression de la poitrine, par exemple. Mais ça passe aussi possiblement par un changement social de prénom ou de pronom. Du coup, c'est vraiment très ancré dans cette question-là de l'espace public. Et ça m'a fait m'interroger sur mon rapport à l'espace public, aux choses que j'ai pu, dont j'ai pu être témoin dans ma vie. Et quelque chose que j'ai remarqué qui arrivait souvent, c'est le fait que des hommes dans la rue, dans les transports en commun, etc., se permettent de venir me demander de nulle part est-ce que tu es lesbienne ? Et c'est quelque chose que je comprends absolument pas. Déjà, c'est extrêmement indiscret et on ne va pas parler comme ça aux inconnus. Voilà. Et du coup, ça m'a fait un peu m'interroger sur cette confusion qu'il y a entre vraiment la notion même d'identité, qu'elle soit dans le genre ou dans l'orientation sexuelle, et dans comment on l'exprime. Et c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, du coup, par Julie, qui est des attentes sociales. Et ces attentes, elles se basent sur des stéréotypes. Ces stéréotypes, ils vont être perpétués dans l'éducation comme dans les médias. Donc peu importe ce qu'on fait, on est forcément baigné dans ces stéréotypes, dans ces attentes sociales depuis notre naissance. Et ça me fait aussi me demander du coup quel est le rapport entre mon expression de genre, donc littéralement moi, physiquement, et les stéréotypes qu'on attribue à l'homosexualité féminine. Et ça m'envoie encore à une autre question, il y a beaucoup de questions, qui est la question du passing. Le passing, du coup, en tout cas le cis-passing, c'est le fait, c'est être perçu par le genre auquel on s'identifie, c'est-à-dire que si on est un homme trans, on a du cis-passing au moment où des inconnus vont nous reconnaître en tant qu'homme, par exemple. C'est pas mon cas, mais voilà. Et du coup, comment on peut être perçu non-binaire ? Ça n'a absolument aucun sens. Comment, sur quoi ça se base ? Qu'est-ce qu'on attend d'une personne non-binaire pour qu'elle ait un passing, en fait ? Et en général, c'est de l'androgynie, ce qui ne veut rien dire parce qu'il n'y a pas un vécu trans comme il n'y a pas un seul vécu non-binaire. Et comment on fait pour être respecté dans l'espace public et pour qu'on pour qu'on soit perçu comme les personnes qu'on est, même en tant que personne trans, quand on ne souhaite pas effectuer de transition, qu'elle soit hormonale ou chirurgicale, ou qu'on n'en a pas les moyens tout simplement en fait, parce qu'il y a énormément de personnes qui ne souhaitent pas transitionner physiquement, ça veut rien dire, mais médicalement, entre grosses guillemets, ou qui n'en ont pas les moyens, et ça les rend pas moins respectables pour autant. Et il y a une vraie injonction, même dans la communauté LGBT, sur cette injonction au passing, comme quoi on n'est pas une personne qui est respectable en tant que personne trans si on ne ressemble pas au genre auquel on s'identifie en fait. Et ça veut absolument rien dire déjà de base, et encore moins quand on est une personne non-binaire, parce que
comment on reconnaît une personne non-binaire à part en se basant sur des stéréotypes qui sont extrêmement insultants, comme n'importe quel autre stéréotype. Et du coup, ça m'a fait m'interroger sur une autre chose, qui est comment je fais pour moi être confortable, à l'aise, en tant que personne non-binaire dans mon quotidien. Qu'est-ce qui fait que je me reconnais bien là-dedans, que c'est pas quelque chose que je juge comme handicapant, que je suis fière de qui je suis? C'est mon entourage. Et j'ai pris conscience que du coup, l'immense majorité de mon entourage est composée de personnes LGBTI+, et dont une bonne partie de personnes trans qui d'ailleurs a fait son coming out petit à petit, comme ça, par petits points. Et pourquoi je suis entourée uniquement de personnes LGBTI+, entièrement, en grande majorité du coup, il y a plusieurs explications à ça qui vont toutes être reliées à la question de l'éducation par l'expérience. Donc, d'abord, les espaces que du coup on peut juger en non-mixité, parce que c'est des espaces qui sont entièrement composés de personnes LGBTI+, avec bien sûr des vécus différents, mais composés de personnes LGBT. C'est des espaces qui sont rassurants, où on a l'occasion de discuter de nos vécus. Toutes les conversations les plus intéressantes et profondes et qui m'ont énormément aidée sur mon rapport à moi-même et aux autres, elles ont été faites dans ces petits cercles-là, avec uniquement des personnes trans avec qui je me sens bien et avec qui j'ai appris à bien me sentir. On peut du coup discuter de notre rapport à nos identités de genre. Ça ramène des dialogues très productifs, très intéressants, qui nous permettent d'apprendre les uns une des autres et de nous-mêmes. Si je suis la personne que je suis aujourd'hui et qui continue à se développer petit à petit avec énormément d'espoir et de fierté personnelle, c'est en énorme partie grâce à cet entourage en fait, qui m'a permis du coup de voir que chaque vécu est légitime et beau à sa manière et très important à sa manière. Et ces espaces, c'est une assurance aussi qu'on va se comprendre parce qu'en tant que personne trans, même si chaque rapport à la transidentité est différent, chaque vécu est extrêmement personnel, on vit tous plus ou moins la même chose dans un vécu général commun. Après, il y a une forte importance militante de la pédagogie, de la transmission de nos expériences et de nos vécus, de notre savoir. Mais c'est une position qui, en tant que personne militante et en tant que personne marginalisée par le biais de mon orientation sexuelle, car je ne suis pas hétéro, au cas où on ne s'en doutait pas, et par mon expression de mon identité de genre, mais moi je fais la faute du coup. C'est pas viable du tout au quotidien parce que notre santé mentale en fait, parce qu'on n'existe pas qu'à travers notre identité et qu'on existe en tant que personne. Et même si je suis extrêmement fière d'être une personne trans et de le développer comme ça au quotidien petit à petit, je ne me résume pas à ça. Et on est très souvent, n'importe quelle personne marginalisée est très souvent renvoyée à la chose qui la marginalise par les personnes qui ne vivent pas ces oppressions en fait. Et c'est impossible pour une personne cisgenre de comprendre ce qu'une personne transgenre vit, tout simplement parce qu'elle ne le vit pas. C'est la même chose pour n'importe quelle oppression. Je suis une personne blanche, je ne sais pas ce que c'est que vivre le racisme. Je peux être la meilleure personne alliée, non, je ne veux pas me proclamer, mais voilà, je peux faire de mon mieux pour être la meilleure personne alliée au monde. Je ne saurais jamais ce que c'est que de vivre le racisme. Tout ce que je peux savoir, c'est l'apprendre par le biais de témoignages. Et du coup, les personnes cis, c'est la même chose pour les personnes trans. Donc même dans la meilleure bonne intention du monde, avec beaucoup de compassion et d'envie d'apprendre de nos vécus, ce ne sera jamais complet, malheureusement. Ou heureusement pour vous, ne vivez pas toutes les oppressions, c'est bien aussi. Après, c'est vrai que les personnes alliées sont très très importantes dans le militantisme. Juste, nous, on ne peut pas se permettre de transmettre tout le temps nos expériences parce que c'est très difficile mentalement et qu'on n'a pas, du coup, comme je l'ai dit, envie d'être renvoyé tout le temps à notre existence en tant que personne marginalisée. Voilà, merci. Je passe le micro à Alice. Merci Alex. C'est déjà plus dans l'ordre. Comment je me mets? Mais je le joue à fond, je me fais plaisir. Oui. Je vais commencer par vous parler du bus que j'ai pris pour venir.
Donc dans le bus qui m'a amenée ici, j'avais les hanches trop larges par rapport au siège sur lequel j'étais assise pour tenir dans l'espace prévu par les sièges TBM. Et il y avait du monde et je pouvais voir très bien sur le visage des personnes qui m'entouraient que on me reprochait de prendre trop de place pour quand on devait passer dans le couloir. J'étais coupable de prendre trop de place, de gêner le passage. Moi, pas le bus de ne pas être adapté à une grande variété de corps. J'étais coupable de mon poids. On a parlé de l'outil qui est l'intersectionnalité. D'un point de vue des races, grâce au travail fondamental des afroféministes qui ont créé un outil puissant et efficace, et je vais l'utiliser ici effectivement comme outil pour rechercher. J'ai déjà perdu ma ligne, c'est terrible. Car il s'adapte selon les discriminations et les spécificités, même si c'est un aspect qu'on pourra discuter plus tard. Donc mon rôle ici est de vous parler de l'intersectionnalité entre le sexisme et la grossophobie d'un point de vue théorique. Ce n'est pas ce que je vais faire. J'aurais vraiment aimé, je vous assure, mais après avoir épluché Internet et toutes les ressources universitaires, je peux dire qu'il n'existe pas de théorisation générale et satisfaisante de la rencontre de ces deux discriminations. Donc je vais faire ce que tout chercheur fait plus ou moins directement, je vais vous parler de moi. Alors, parlons de ma culpabilité. Comme dit, je suis considérée comme coupable de l'espace que je prends, pas mon corps, moi. Parce que je suis aussi coupable de fainéantise, si on continue. Parce que être grosse, c'est se laisser aller. C'est pas faire de sport, c'est manger trop mal. Je suis coupable de négligence envers moi-même comme ça. Coupable de ne pas être attirante. Que l'objet qui est mon corps, ça suffit, ne soit pas au goût des autres. Coupable d'être en mauvaise santé. Parce que obèse est un mot du monde médical et les problèmes de santé viennent de l'obésité. Ça peut pas être l'inverse. 45% de la population estime normal que je puisse être discriminée à l'emploi. Et près de 10% jugent que c'est normal pour absolument tous les métiers. En tant que personne obèse, il y a entre 13 et 7% de risque de plus d'être discriminée dans l'espace public. Et on augmente ce chiffre de 10% pour les femmes. Et ce sont des chiffres qui sont auto-évalués, donc certainement en deçà de la réalité. Plus de 60% de la population féminine française fait du 42 ou plus. C'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus de femmes qui font plus que du 40 que de femmes qui font moins que du 38. Et on trouve 15 fois plus de vêtements pour les personnes qui font moins que du 38 que plus que du 40. Quand j'étais petite, j'ai vu mon grand-père faire une crise cardiaque, un homme bien en chair. Il est resté dans le coma pendant près de 3 mois. Il s'en est sorti, mais honnêtement, c'était miraculeux. Et surtout, il en est sorti squelettique. J'ai prié de toute ma force et de toute mon énergie d'enfant de tomber dans le coma. Vous imaginez ? Je dors pendant 3 mois et à la fin, je suis maigre. Ce cadeau absolu. On est toujours félicité pour des pertes de poids, même quand c'est dû à des troubles du comportement alimentaire, à une dépression, alors que l'inverse n'existe pas. Je priais de presque mourir pour ne plus être appelée la grosse ou bouboule, pour ne plus voir le dégoût ou le mépris dans le visage des enfants, pour ne plus voir la peur sur le visage de mes parents. Oui. Parce que j'étais pas une petite fille, j'étais une petite grosse. Un homme a le droit d'avoir du bide, surtout avec de l'âge. Comme dans les avions, t'as de la place devant, mais t'as pas de la place sur les côtés. T'as le droit d'avoir du bide, mais pas des hanches. Certaines compagnies vont me faire payer 2 places, si jamais je veux les utiliser. J'ai plus de chances de ne pas avoir mon arrêt cardiaque détecté, plus de chances de mourir en cas d'accident de voiture, puisque ni les ceintures de sécurité ni les airbags ne sont réfléchis pour des femmes, et encore moins pour des personnes lourdes, et encore moins pour des personnes qui possèdent une poitrine. Donc je mourrai probablement du choc entre l'airbag et mes seins. J'ai des règles très douloureuses depuis toujours. Et ça fait bien 10 ans qu'à chaque fois que je vais chez le médecin, je lui dis « Je pense que j'ai une endométriose » et qu'il me dit « Ouais, on va tester le cholestérol plutôt. Mon cholestérol est bon, ok. Je fais du sport, je mange correctement. » J'ai encore perdu ma ligne. Voilà. Mais on ne peut pas imaginer le fait d'être gros autrement que comme une conséquence de mode de vie, alors même qu'il y a plus d'une centaine de facteurs possibles à ça. Ça ne peut pas être une tendance morphologique, ça ne peut pas ne pas être dangereux. On reste coupable de son poids. C'est un facteur majoritairement social, dû à la qualité de nourriture accessible, non. C'est pas grave, aux yeux des autres et des médecins, on reste responsable.
Et à cause de ça, à cause de ce ressenti, je vais retarder mon passage chez le médecin. Je vais attendre d'avoir plus de symptômes, qui soient plus graves. Les personnes obèses ont plus de chances de mourir prématurément de maladie, c'est vrai. Mais c'est pas nécessairement dû au poids. J'ai moins de chances d'être correctement diagnostiquée, car on voudra toujours que la cause de mon problème de santé soit mon poids. Quoi qu'il advienne, on va me prescrire d'abord de perdre du poids, quasiment comme condition pour être traité en tant que patient. Et ensuite, le médecin ne va pas me toucher puis me prescrire des médicaments calculés pour un homme de corpulence moyenne. Il va calculer mon IMC, l'IMC, l'indice de masse corporelle, cette joyeuseté, un outil inventé par un mathématicien, pas par un docteur, il y a plus de 2 siècles, qui ne prend en compte ni la variété des corps, qui prend à peine en compte le genre, qui ne prend pas en compte l'âge, qui ne prend pas en compte la répartition des graisses, qui ne sert pratiquement à rien. Hein, voilà. On arrête d'utiliser cet outil, s'il vous plaît. Les gens ne sont pas plus heureux en perdant du poids. Il n'y a pas d'études qui indiquent ça, en tout cas. Pas d'amélioration de bien-être. Par contre, celui-ci, ainsi que la pratique sportive, augmente avec la santé mentale des personnes grosses par l'acceptation de son corps. En gros, si vous faites du sport pour perdre du poids, il y a peu de chances que ça marche et vous allez arrêter. Alors que si vous en faites pour garder un corps auquel vous tenez, là, vous allez continuer et être en meilleure santé, effectivement. Mais c'est compliqué d'aimer un corps que tout vous pousse à haïr. Parce que toutes les marques le disent, les Weight Watchers, les KOMGM, les XLS médicales. On va revenir sur le thème XLS médical. XL, c'est à peu près du 42. Donc, comme je l'ai dit juste avant, c'est la moyenne française. Puis, c'est pas XLM, c'est pas pour arriver à la moyenne, c'est pour arriver à du S, du small. Soit petite, maigre, fragile, s'il te plaît. Mais c'est médical. Donc, c'est forcément pour notre bien. Alors, maintenant, je vais vous demander un petit exercice. Réfléchissez. Quels sont les personnages, un peu centraux, que ce soit film, série, jeu, si vous voulez, que vous connaissez qui sont gros. Essayez de, comme ça, rapidement dans vos têtes, essayez d'avoir une petite liste de personnes grosses. Combien vous en viennent? Une demi-douzaine, des choses comme ça? Ok, combien sont des femmes? On va quand même vachement limiter la liste. Hein. Maintenant que vous avez potentiellement 1 ou 2 images de femmes grosses en tête, combien sont définies par leur poids? La représentation d'une femme grosse est tellement rare que c'est forcément sa première caractéristique. Et parmi ces femmes grosses, combien ont une vie sexuelle? Voilà. Il existe 2 images majoritaires qui allient à la fois femme grosse et sexualité. La première, assez rare, c'est la grosse qui drague. Elle est laide, elle est de classe basse, elle est ridicule. L'idée même de coucher avec elle est tellement absurde que la présentation même de sa libido ne peut être que comique. La seconde, encore plus rare, c'est la dominatrice SM. Parce que dans l'imagerie commune, le poids assumé comme force ou pouvoir, voire beauté, soyons fous, c'est une chose associée à la sexualité masculine. La meilleure manière de garder les clichés de la grosseur sans quitter ceux de la différence de genre, c'est soit par la première image, c'est-à-dire refuser le caractère de genre, en disant ce ne sont pas des femmes, ce sont des grosses. Soit avec la deuxième image, donc quand il faut faire entrer dans le calcul le désir masculin sur une personne grosse, objet tabou et pourtant existant. On se retrouve alors avec un personnage qui attire de par sa transgression. Quelqu'un de grosse et de sexuel, c'est une transgression à l'ordre de beauté et de logique attendue dans un système hétéronormé, puisqu'elle inverse le topique partenaire masculin plus large et plus fort que partenaire féminine. Elle prend alors forcément les caractéristiques de domination masculine qui vont avec. Et on arrive dans le monde merveilleux de la fétichisation. C'est une chose que j'ai pu expérimenter de mon utilisation personnelle des applications de rencontres, notamment l'univers de douceur et de joie qu'est Tinder. Et puisque je suis tarée, j'ai des statistiques sur mes matchs. Alors, tout le monde voit ce qu'est un match Tinder, je ne pense pas avoir besoin de l'expliquer. Donc, je précise qu'il n'y a strictement rien sur mon profil qui indiquerait des tendances SM ou une évocation de la sexualité. Alors, parmi les premiers messages reçus par des hommes, évidemment, 1 fois sur 10, on estime immédiatement que je suis dominatrice et on me demande des fessées, sans autre forme de salutation. 1 fois sur 10, la personne ne va pas apprécier le fait d'avoir matché une femme grosse et va m'insulter. Oui, ces personnes existent et ont objectivement beaucoup trop de temps libre. Et 1 fois sur 2, on va me parler de mon corps, mais par le biais du compliment, on va monter mes formes. On apprécie ma poitrine large et mon derrière tout aussi large. Mais
Ici, le fait d'avoir des grosses fesses, c'est pas une réalité technique de ma vie, c'est un fantasme. Le bon gros cul devient un objet à conquérir. Une féminité plus sauvage qu'il faut domestiquer, plus glorieux, car à la fois plus féminin par sa rondeur, et plus périlleux de par la force de l'adversaire. C'est donc en tout 70% de mes premiers échanges Tinder masculins qui tournent autour de l'objectification de mon corps. Mais bon, on va pas faire comme si on n'entendait pas elle est trop laide, trop grosse, pour être draguée, pour qu'on veuille la toucher, pour qu'elle soit violée. Donc arrête de te plaindre et apprécie que quelqu'un ait envie de toi malgré tout. Sauf que non. Parce que merde. Voilà. Je passe la parole à André. Du coup, je m'appelle Andélie et je vais vous parler, comme l'avait indiqué Rose au début, de l'intersectionnalité dans mes expériences militantes. Ça fait pas longtemps que je suis militante, mais j'ai fait pas mal de réunions. Et je peux le dire, on parle d'intersectionnalité en réunion militante féministe notamment. Une des choses que je veux souligner donc, dans les interventions qui viennent d'être faites, c'est que l'intersectionnalité, ça s'inscrit vraiment dans le vécu des personnes. C'est pas juste une théorie, c'est vraiment une expérience concrète. Ça se traduit par une position sociale, des violences qui sont réelles. Et on le dit souvent, mais le vécu, il est et il reste politique. Dans nos existences, on ne peut pas séparer les différentes parties de notre identité. Alors, il y a eu des débats sur le fait de séparer l'homme de l'artiste. Non. C'est impossible. Là, quand je parle devant vous, je suis une étudiante du master genre, mais pas que. Je suis aussi blanche, je suis aussi jeune. Je ne peux pas prétendre que ça n'influence pas ma position. Et ça influe aussi sur mon rapport aux autres, à vous. Et par exemple, j'ai jamais eu de contrôle de police dans la rue en dehors des actions militantes, je précise. Ça peut être parce que je suis une femme blanche, mais je ne peux pas déterminer le pourcentage de ma blanchité, de ma féminité qui fait que je n'ai pas été contrôlée. Pareil, quand une femme noire subit une insulte, on ne peut pas déterminer le pourcentage du racisme et le pourcentage du sexisme dans cette violence. Pour essayer de clarifier, je me suis imaginé une personne qui tombe dans la rue et les gens qui viendraient l'aider, mais avant, lui demandent à cause de quel pied elle est tombée. De un, si elle est tombée, c'est qu'aucun des deux pieds n'a permis de faire le travail. Et de deux, elle s'est fait mal, donc d'abord on l'aide, s'il vous plaît. C'est un peu l'illustration d'une position non intersectionnelle. La personne a subi une violence, et si elle veut lutter contre, on va lui demander d'identifier d'abord à cause de quelle discrimination, même si elle est concernée par plusieurs. J'ai regardé sur 3 sites internet, celui des services publics, celui du défenseur des droits et celui du gouvernement pour l'égalité femmes-hommes. Et à chaque fois, il est indiqué que la définition d'une discrimination doit être fondée sur un critère. Donc, avec des exemples dans la liste, l'âge, l'identité de genre, le handicap, l'origine. Mais il faut que la personne victime soit en mesure d'identifier quel critère unique sélectionner pour revendiquer sa discrimination. Pour moi, c'est vraiment une vision qui est très privilégiée et limitante, puisqu'elle ne prend pas du tout en compte l'intersection des discriminations. Quand on parle du vécu, comme on l'a fait ce soir, de l'expérience au quotidien de plusieurs discriminations en même temps, on voit bien qu'il est impossible de les dissocier. Et c'est pour ça que je repense mes pratiques de lutte sur la base de l'intersectionnalité. Je ne le fais pas toute seule, bien sûr. Comme je l'ai dit, on en parle en réunion militante et ça se fait en collectif, c'est une vraie réflexion. Dans la continuité de cette définition institutionnelle dont je viens de parler, nos luttes, elles sont très peu connectées entre elles. Peut-être que vous avez déjà vécu cette situation dans son agenda d'avoir le jeudi une manif pour le climat,
le lendemain une manif féministe, le surlendemain une manif antiraciste. Il y a des avantages et des inconvénients, mais je trouve que c'est très révélateur de ce manque d'intersectionnalité et de cette vision dans nos luttes. Et je pense vraiment que ça peut nous apporter de changer notre vision et de continuer à réfléchir sur le sujet. La première fois qu'une action militante a remis en question ma vision des discriminations, c'était au tout début de mon activisme. J'étais dans un collectif qui s'appelle Féministes Révolutionnaires Nantes. Et l'un des objectifs, c'était d'organiser une grève le 8 mars, donc journée internationale de lutte contre le patriarcat. Et je ne comprenais pas pourquoi la grève pouvait faire avancer la lutte contre le patriarcat. Mais en tout cas, ce collectif, il était très mobilisé avec les travailleurs et travailleuses. Il organisait des actions unitaires féministes pour les droits des salariés et contre la précarité. C'est notamment dans ce groupe que j'ai découvert la mobilisation des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, qui étaient donc en grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Ce sont des femmes noires, précaires, et qui étaient en lutte contre ces 3 discriminations sans les séparer. Je ne connaissais pas le mot intersectionnalité, et comme je l'ai dit, c'est une théorie, mais on n'est pas obligé de le connaître. Mais dans ce collectif, on a souvent parlé d'applications concrètes dans notre militantisme, d'actions qui puissent prendre en compte toutes nos expériences de vie des personnes multidiscriminées. Je vais en citer quelques-unes. Par exemple, ça a été de travailler conjointement avec les syndicats d'entreprises et de tisser des liens autour du thème de l'exploitation et de la précarité. Ça a été aussi de proposer des garderies solidaires pendant les manifestations pour que les parents puissent participer. On a travaillé aussi sur l'accessibilité des discours et l'éducation populaire. Un autre exemple, c'est l'anticipation financière pour qu'on puisse prendre en charge collectivement les revenus et les besoins des personnes précaires et que tout le monde puisse faire grève. Donc il y a vraiment plein d'exemples et d'idées qui sont en réflexion dans des collectifs pour tisser des liens entre les luttes et être en cohérence avec la réalité de ce qu'on vit, c'est-à-dire plusieurs discriminations en même temps. Pour terminer mon propos, je voudrais dire une citation du texte de Kimberlé Crenshaw, dont on avait parlé au début. Et le texte est « Démarginaliser l'intersection race-sexe ». Il a été publié en 1989. Une nouvelle analogie aidera à comprendre comment les femmes noires se trouvent marginalisées dans l'interface entre législation antidiscriminatoire et hiérarchie de race et de genre. Imaginez une cave qui contiendrait toutes les personnes discriminées sur la base de leur ethnicité, de leur genre, de leur classe, de leur préférence sexuelle, de leur âge et ou de leur capacité physique. On empile ces personnes, donc dans la cave, en plaçant au bas de la pyramide celles qui concentrent le plus de facteurs discriminants et au sommet celles qui ne présentent qu'un seul facteur discriminant, dont la tête touche le plafond. Ainsi, il y a ceux qui ne souffrent aucune oppression, soucieux de corriger qui sont à l'étage supérieur, au-dessus de la cave, soucieux de corriger des aspects de la domination. Une partie des résidents du rez-de-chaussée autorise les personnes entassées à la cave à monter à leur niveau, mais seulement si elles peuvent affirmer que seul le plafond les gêne dans leur ascension. On ouvre une trappe par laquelle peuvent se glisser les personnes juste sous le plafond. Mais cette trappe n'est accessible qu'aux personnes qui, parce qu'elles ne portent qu'un seul fardeau, se trouvent dans une position privilégiée par rapport à celles et ceux sur les épaules desquels elles se sont hissées. Les autres, qui cumulent les oppressions, restent dans la cave, sauf à trouver le moyen de se hisser dans les groupes qu'on a autorisés à franchir la trappe. Alors voilà, je trouve ce passage très intéressant, parce qu'au début de mon militantisme, je me conformais vraiment à cette idée qui était institutionnalité, c'était d'inclure les gens dans un groupe. Mais maintenant, je vois bien que derrière le terme de inclusion, il y a toujours cette idée que le système, le centre, ne bouge pas et que c'est à des politiques publiques
à des manifestations, à des mobilisations, aux personnes discriminées et qui se situent à la marge de faire le déplacement vers le centre. C'est Bell Hooks qui fait ce schéma du centre et de la marge. Et dans la pratique de l'inclusion, le sens il est vraiment unique à chaque fois. Pour atteindre l'égalité, on fait venir les personnes qui se situent à la marge vers le centre sans remettre en question ce centre. Donc je pense vraiment que la réflexion sur l'intersectionnalité, elle va nous permettre de repenser les liens entre les discriminations et nous offrir des nouvelles perspectives d'action contre ces oppressions. Ouais, on passe au moment d'échange. Ok. Ben, merci beaucoup à vous tous. C'était incroyable. Donc il nous reste une demi-heure à peu près pour échanger. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions, ce que vous voulez, vous pouvez prendre la parole. Mario. Enchanté. C'est une question par rapport à l'expression de genre. Parce que, d'après moi, comme je le comprends, et après moi, j'ai jamais fait de la psychologie, enfin, c'est purement mon point de vue. Pour moi, l'expression de genre, c'est plutôt quelque chose que l'on identifie, enfin, que l'autre identifie sur quelqu'un. Je m'explique, moi par exemple, je suis non-binaire aussi, mais je sais que parce que je ne prête pas forcément extrêmement attention à, comme tu as dit, à le fait d'être androgyne ou quelque chose comme ça, je sais que moi je suis perçu comme un mec, comme un homme. Et c'est là-dedans où je dis que donc, moi par exemple je marche dans la rue, je vais avoir des privilèges d'un homme blanc et sûrement hétéro. Ma question est-ce qu'à ce moment-là, vu que c'est ce que les autres perçoivent de moi, c'est pas quelque chose... Enfin, est-ce que l'identité non, justement, l'expression de genre n'est pas quelque chose que l'on attribue à quelqu'un et non pas forcément comment cette personne... Évidemment, cette personne réfléchit à comment elle s'habille, comment elle se présente aux autres, mais il y a une autre barrière qui n'est pas de l'ordre de la personne en soi, non? C'est une question. Ouais. À mes yeux, l'expression genre, c'est vraiment la manière dont nous, on choisit de se représenter physiquement, surtout physiquement aux autres. Et ça veut dire aussi qu'on peut être une personne transbinaire masculine et préférer une expression de genre attribuée féminine dans la société. Et c'est ça l'expression de genre, c'est comment nous, on choisit de se présenter. Après, ce que tu dis par rapport au fait d'être perçu comme un homme avec cette idée de privilège, etc., même à mes yeux, c'est pas spécialement valable parce que ces privilèges, ils sont c'est des gros privilèges entre grosses guillemets, c'est éphémère. À partir du moment où toi, tu vas exprimer publiquement ton identité de genre, tes privilèges, ils s'évaporent et t'es considéré comme cette personne et pas comme un homme. Et d'une manière tant mieux parce que c'est comme ça que tu t'identifies, mais du coup tu as tout le bagage qui va avec et je me suis perdue. Peut-être que... Enfin... Pardon. Moi j'avais cru comprendre que ce dont tu parlais, donc comment les autres te perçoivent, c'était peut-être le passing aussi, Ouais. enfin, il y a ce terme-là du passing. Alors peut-être que tu peux revenir là-dessus. Merci. Oui, non, mais ça répondait aussi à ma question. Okay. Mais c'était plutôt de ça, oui. Le fait que moi, j'ai un passing... Moi, par exemple, je sais que si je marche dans la rue et que je marche derrière une personne qui s'identifie comme femme, moi, je suis un potentiel prédateur pour cette personne. Parce que, bien sûr, ce que c'est quelque chose qui peut arriver, quoi. Et dans ce sens-là, je me dis, je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en compte quand même, de savoir qu'est-ce que l'on renvoie par rapport à la société dans laquelle on habite, pour pouvoir connaître, les privilèges,
les choses qui vont peut-être transverser la limite de quelqu'un. Là, c'est pas forcément une question. C'est juste une idée. C'est super intéressant, mais je vois pas comment rebondir là-dessus. Enfin, vraiment. Merci. Oh, non, mais oui. Je choisis de ne pas rebondir car ça, c'est très intéressant tel quel et j'aurais rien à ajouter, je pense. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire à qui que ce soit ici? Oh, super. Non, mais tant pis. On peut peut-être se passer des micros, je crois qu'on s'entend. Moi j'avais juste une interrogation, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre parce que du coup ça interroge en fait plus sur des concepts parce que du coup donc moi je travaille en sociologie des sexualités grossièrement et on entend souvent parler et même c'est quand même repris même dans les milieux militants tout ça d'un double standard dans la sexualité quand on parle des femmes. Et du coup, en vous écoutant, et justement quand vous mettez l'accent sur les spécificités que peuvent vivre certaines femmes racisées ou avec d'autres oppressions, du coup, est-ce que ça ne vient pas remettre en question en fait, ce double standard qui semble être un peu... Enfin, j'ai l'impression que quand on parle de double standard, c'est un peu un truc universel qui toucherait toutes les femmes, mais qu'en fait, on se rend compte que donc le double standard, c'est le fait qu'il faut... j'imagine qu'il y a différentes définitions aussi, mais la manière dont moi je l'interprète, c'est donc le fait que il faut coucher, mais pas trop. Enfin, il y a cette... si on couche trop, ben, on sera catégorisé comme d'une certaine manière. Si on couche pas assez, on sera catégorisé d'une certaine manière. Mais en fait, ce concept-là donc mériterait d'être affiné par rapport aux stéréotypes qui sont... Enfin, je sais pas si c'est très clair. Enfin, c'est vraiment une question... Oui, non, ça se comprend. Et effectivement, c'est un concept qui a une visée assez universalisante sur la grande catégorie des femmes. Et potentiellement, on pourrait le réfléchir en le nuançant, en disant qu'effectivement il y a toujours ce double standard, mais qu'il est possiblement pas à la même hauteur, ou si on met la ligne du standard et que du coup ils sont des deux côtés, potentiellement ça se déplace sur cette ligne du standard selon les discriminations et les imbrications de discrimination qui sont vécues. Mais c'est juste une hypothèse comme ça. Alors j'ai peut-être, ce n'est qu'une hypothèse en fonction de la question que tu viens de poser, je me permets de te tutoyer. Même cette notion finalement même de double standard, ça me rappelle un peu ce que Nina disait précédemment. Au final, de quel type de femme on parle concrètement? Est-ce que ce double standard prend en compte finalement les femmes racisées, les femmes non blanches? Et j'ai l'impression que finalement, en étant dans cette vision universaliste dont tu parles, il y a une neutralité au niveau de la conception même de la femme qu'on n'assigne pas aux autres femmes n'étant pas blanches. Et ce que j'ai pu remarquer moi dans mes travaux sur les femmes noires, c'était que déjà la position de femme ne nous était pas totalement attribuée, que c'était un truc qu'on était déjà en construction et qu'on devait arriver déjà à être sexualisé comme des femmes, à être genré comme des femmes, avant même d'entrer dans tout ce mécanisme de double standard ou non. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à être claire. Je pense que le chemin même d'arriver à être perçu comme des femmes, il est déjà assez complexe avant de rentrer après dans tous ces nuances, dans tous ces raisonnements. Et voilà. Je sais pas si c'est... Je pense qu'il faudrait revenir sur comment est-ce que ça a été créé, cette notion de double standard. Et je pense que clairement, je sais pas, j'ai pas fait des recherches là, mais je pense que ça a été créé dans le féminisme blanc, en fait, qui se situait pas en tant que... nous, on est les femmes blanches, mais qui se situait en tant que universelle. Enfin, ce n'est pas une situation. Mais voilà, et sans prendre en compte du coup justement les femmes non blanches ou les autres discriminations. Et c'est là où du coup
finalement, peut-être qu'on peut dire, bah ok, ce concept de double standard, il est intéressant, mais il est intéressant que dans son milieu dans lequel il a été inventé, c'est-à-dire le féminisme blanc. Et voilà. Ouais. Je sais pas si je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à ça, dans le sens où oui, je pense que ça existe effectivement, ça a été créé dans le féminisme blanc, mais je parle de ce que je connais dans ma famille qui est très traditionnelle musulmane. Dans l'entourage que ma famille avait, j'ai pu voir des hommes musulmans avoir ce double standard-là avec des femmes blanches en estimant que ces femmes-là, elles pouvaient coucher, avoir des rapports sexuels très régulièrement et du coup, c'était pas de mauvaises femmes, c'était toujours des filles bien. Et par contre, avec des femmes qui étaient musulmanes, bah, là, dans ce cas-là, ne serait-ce qu'un seul rapport sexuel les épanchait du côté obscur de la force. Et pour moi, c'est quelque chose qui, quand même, qui est transversal, qui bouge et qui s'adapte en fait en fonction de nos constructions et de notre religion et tout ça. J'ai peut-être une piste de lecture sur ce concept-là, pas foncièrement dans ton cas de l'exemple que tu nous cites, mais c'est plutôt en fait le concept même de misogynie noire qui s'adresse notamment aux femmes noires, qui est peut-être, c'est à la fois le racisme et le sexisme imbriqué qu'elles subissent de la part d'hommes blancs, et aussi le sexisme qu'elles subissent de la part d'hommes noirs. Et en fait, la conception même et les cheminements, les mécanismes par lesquels cela passe ne s'attribuent pas de la même manière. Une femme blanche, enfin même dans la société dans laquelle nous vivons, en fait, être blanc, c'est être une neutralité. Ne pas porter tout un stigmate en fonction de sa couleur de peau. Je ne sais pas si j'arrive à être claire. Alors qu'être assigné... être non blanc finalement, c'est apporter en fait toute une valeur qu'on nous assigne en fonction de notre origine ethnique. Et finalement en fait cette assignation dans laquelle on est imbriqué parce que je suis noire, je dois me comporter comme telle aux yeux de la société majoritairement blanche, mais je dois me comporter autrement aussi aux yeux du cercle familial, par exemple, exclusivement noir. Et en fait, c'est ces mécanismes-là qui empêchent finalement, en fait, qui créent des troubles identitaires finalement de ces personnes parce qu'elles sont objectivisées des deux côtés. En fait, penser le patriarcat, c'est pas seulement le penser dans une société occidentale, c'est aussi le penser dans une société autre qu'occidentale, mais qui passe par des cheminements autres et qui se reflètent de manière spécifique aussi. En fait, dans ce que tu dis, le double standard, il existe à chaque fois, mais il ne s'applique pas toujours sur les mêmes choses. Le concept de double standard semble être applicable à bien des situations, et il peut même, je pense, de temps en temps plus que double, mais il va pas être sur les mêmes critères ou à la même intensité selon les intersections. Ouais. Vous remercier et vous féliciter parce qu'on a vu le travail que ça vous a demandé, parce que du coup, on fait partie du Master Genre aussi de Bordeaux. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et juste vous remercier d'être vous et d'avoir fait ça ce soir. Je veux bien qu'on finisse sur cette note, ça me semble tout à fait.